Bonjour et bienvenue sur le plateau de la Grande Bibliothèque. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Anne-Marie Leroyer, professeure à l'École de droit de la Sorbonne. Alors, Anne-Marie Leroyer, bonjour. Bonjour Xavier Lagarde. Première question rituelle, qui êtes-vous ? Eh bien, je suis avant tout une universitaire et je suis une femme. C'est les deux caractéristiques que j'ai envie de mettre en avant aujourd'hui. Je suis une universitaire et je suis particulièrement attachée au caractère public de notre université, à l'idée de service public, à la gratuité de l'accès à l'université et au fait que l'université puisse donner une chance à tous. Et si j'avais une observation à faire aujourd'hui sur une université qui se construit devant nos yeux, qui change, c'est que ces objectifs sont en train de changer malheureusement et on est de plus en plus dans une construction d'une sélection qu'on nous impose extrêmement difficile à faire, qui écarte un certain nombre d'étudiants qui peut-être autrefois auraient pu avoir accès à l'université et donc à des études supérieures. Et donc je trouve que la vocation de service public est un peu en train de se perdre, l'idée qu'on accueille tout le monde avec une grande égalité et qu'on essaye en fait, c'est le principe de la méritocratie, de conduire les étudiants au sommet. Vous démarrez quand même assez fort parce que je vous ai demandé de vous présenter vous et alors tout de suite on a un discours assez offensif sur l'état de l'université aujourd'hui. Donc on comprend que vous êtes quelqu'un d'offensif. Je suis une universitaire avant tout, c'est-à-dire que je suis attachée à l'enseignement à l'université et au caractère, à cette idée de service public qui est une grande chance en France en fait, qu'on a quand on voit les autres pays et la manière dont dont les études sont faites, qui sont coûteuses, qui sont extrêmement sélectives, construites sous forme de grandes écoles privées. Enfin, bien sûr, nous, on a un double système, mais on a la chance en droit, et on est peut-être les seuls à ce qu'effectivement, ce double système n'existe pas. Par exemple, il y a certaines formations privées, mais on n'a pas de grandes écoles privées de droit. Et donc, on est encore dans une matière où l'université a un rôle extrêmement important à accomplir pour la formation des juristes. Donc vous êtes une universitaire convaincue et un peu en colère sur les dérives actuelles de l'université. Vous nous avez dit « je suis une femme ». Bon, ça, on s'en était rendu compte, mais est-ce que vous avez, sur cette caractéristique, un propos aussi offensif finalement que... Alors, votre réaction est intéressante parce que finalement, le côté amusant de la réflexion montre que la gravité du propos n'est pas tout à fait finalement comprise. Et on a le droit de sourire. On a le droit de rester joyeux même si les sujets sont graves. C'est-à-dire qu'en fait, c'est important aujourd'hui parce que c'est un propos que je tiens à tenir parce que tout le monde s'interroge sur la place des femmes à l'université, dans les études supérieures et aussi dans des grandes universités comme les universités parisiennes. Et nous avons la chance à Paris 1 d'avoir 2 femmes actuellement qui sont présidentes de l'université. Donc, en quelque sorte, on pourrait dire que nous sommes gâtés sur cette question-là. Mais quand je regarde les juristes et le droit, spécialement nous en droit privé par exemple, les femmes ne sont pas tellement représentées. Alors je sais que parfois c'est un sujet un peu polémique parce que j'essaye d'accompagner les jeunes femmes qui font des études, des thèses et qui passent le concours le mieux que je peux pour les encourager à travailler et à réussir ces concours qui sont des concours difficiles. Mais l'état des lieux est tel qu'on voit aujourd'hui dans notre groupe de droit privé, eh bien qu'on est à peu près à 1/5 de femmes présentes. Oui, et donc on peut se poser la question de savoir pourquoi. Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas un effet de métonymie ? C'est-à-dire parce que, après tout, peut-être que chez nos amis publicistes, les femmes sont mieux, voire surreprésentées. Au barreau, c'est que le métier de l'avocature est devenu un métier assez largement féminisé. Même chose pour la magistrature. Est-ce que vous pensez que ce qui se passe dans la section droit privé de l'École de droit de la Sorbonne est représentatif de ce qui se passe à l'échelle de l'ensemble de l'université ? La question, c'est pas à l'échelle de l'ensemble de l'université, parce que je crois qu'il y a des disciplines qui attirent plus ou moins les femmes, mais ce qui est assez curieux quand même, c'est qu'en droit, si on regarde notre public de première année, on a quand même une majorité d'étudiantes. Et on a moins d'étudiants. Et ça fait déjà un certain temps.
Or, quand on poursuit finalement le cursus sur la recherche, parce que les étudiantes réussissent très bien, mais quand on poursuit le cursus précisément dans la recherche universitaire, eh bien, on se rend compte qu'en réalité, il y a un delta, c'est-à-dire qu'il y a quand même une proportion inverse, notamment sur le concours d'agrégation de droit privé, où les femmes réussissent moins. Alors, c'est quand même manifeste, même s'il y a certains concours où il y avait à peu près une parité. Alors on me dit, oui, mais c'est parce qu'il y a moins de femmes à se présenter, et puis au fur et à mesure des années, ça va se régler. Je ne suis pas certaine que ce soit la réalité des choses. Oui, mais c'est un sujet qui est très important. Moi, il y a des chiffres, il y a des faits. Alors moi, j'ai regardé, depuis 20 ans, à peu près, il y a le taux de réussite, il y a un tiers de femmes qui réussissent le concours d'agrégation de droit privé. Je n'ai pas calculé combien il y en avait qui se présentaient. Il y en a plus de la moitié à chaque fois. D'accord. À peu près. Et donc, c'est important parce qu'en fait, je pense qu'on a un système de concours qui introduit un biais, qui est un biais culturel, parce qu'il n'y a aucune raison que les femmes réussissent moins dans les études, sauf que à un moment donné, elles passent le concours d'agrégation quand elles ont une petite trentaine d'années, à une époque où, à mon avis, elles sont engagées dans une vie familiale pour la plupart, qui est difficile à gérer. Alors c'est un peu curieux de dire les choses comme ça, parce que ça voudrait dire qu'il y a un marqueur et encore un stéréotype un peu genré dans la façon dont les familles, on introduit le sujet indirectement, s'occupent des enfants, et que, par exemple, les agrégatifs, c'est-à-dire les jeunes gens qui passent le concours, les hommes ne s'occuperaient pas de leurs enfants, ce qui est absolument inexact. Donc ça veut dire qu'il y a une deuxième raison. Je pense qu'il y a cette première raison qui vise à la fois les pères et les mères qui passent des concours aujourd'hui, parce que je pense que les jeunes s'occupent dans les deux sexes de la même manière des enfants, quoique peut-être qu'il y a une espèce d'appropriation des mères encore, leur statut de mère et une volonté de tenir bon les deux aspects. Donc il y a peut-être quand même un petit fond de stéréotypes culturels qui explique la différence, mais je pense qu'il y a aussi un facteur psychique d'autolimitation. C'est-à-dire l'idée que finalement on ne va pas réussir aussi bien. Et je ne peux pas expliquer en fait sinon ce delta de succès, si ce n'est à considérer que à un moment donné, puisque le concours d'agrégation est très long, il y a un essoufflement sur la longueur, et que si le concours était plus court, peut-être qu'on aurait moins de delta. J'allais vous demander d'où vient cette passion pour les personnes, la famille. On a la réponse. Votre propos passionné sur cette question homme-femme. Je voulais revenir sur vos études doctorales. Donc vous êtes l'auteur d'une thèse qui est restée sur les fictions et le droit privé. Alors, peut-être plusieurs questions possibles. Qu'est-ce qui vous a poussé, donc vous, finalement, femme, à faire une thèse? Qu'est-ce qui vous a poussé à parler des fictions, qui est un terme pas évident pour des non-juristes? Ça fait deux questions. C'est peut-être déjà une de trop, mais... je vais en faire une seule. Ce qui m'a poussé à faire une thèse, c'est une femme exceptionnelle, que j'ai rencontrée quand je faisais à l'époque ce qu'on appelait le DEA de droit privé de l'Université Paris 2. Alors c'est exceptionnel, on peut dire son nom. Voilà, j'allais y venir. Il s'agit donc de Michel Gobert, que j'avais eu en cours en droit de la famille à l'époque, en 5e année donc de droit, et qui était réellement une femme époustouflante à tout point de vue. C'est-à-dire que je crois que le parcours des uns et des autres est fait d'une série de rencontres. Et que ce qui nous guide dans nos études comme dans notre vie personnelle est la chance qu'on peut avoir de rencontrer des gens exceptionnels qui vous donnent le souffle d'agir, qui vous donnent le désir aussi de penser. Et la chose qu'elle disait à ses étudiants quand elle nous faisait cours, c'est chose maintenant qui est presque un lieu commun quand on fait cours, c'est penser par vous-même. Mais penser par vous-même, quand on est étudiant en 5e année, c'est quelque chose d'extrêmement difficile de penser par soi-même. On a les idées des autres. Oui. Et petit à petit, cette parole-là faisait qu'on commençait à se dire les autres disent ça, et peut-être que moi j'ai une idée différente. C'est-à-dire oser. Oser quand on n'est rien,
quand on ne sait rien, quand on n'a que 50 droits, avec quelqu'un qui est lumineux devant vous, qui vous explique les relations entre le droit et les autres disciplines, qui vous explique avec une extrême précision tous les éléments techniques d'une règle jusque dans le détail le plus précis, c'est-à-dire c'est un caractère un peu éblouissant de cette connaissance, eh bien, vous voyez, cette main tendue vers la pensée autonome fait que tout à coup on devient soi. Bravo Michel Gobert, parce que j'ai envie de dire, elle a réussi son coup, puisque vous êtes maintenant une auteure connue et reconnue dans le domaine, on l'a compris, droit des personnes, droit de la famille, et vous êtes l'auteur d'une formidable, j'allais dire, d'une œuvre magistrale qui s'appelle, donc c'est un précitémis, droit de la famille. Mais j'ai envie de dire que le titre est beaucoup trop modeste, parce qu'en fait c'est un livre sur la famille, il y en a 1000 pages, mais on s'ennuie jamais, puisqu'il n'y a pas, je dirais, il n'y a pas que une étude technique du droit de la famille, mais il y a aussi un panorama de toutes les théories que peuvent susciter la famille dans le domaine des sciences humaines. Première question que j'ai envie de vous poser, sur la famille, mais plus généralement, quel rapport vous voyez entre théorie et technique? Est-ce qu'on peut être un bon théoricien, je reste sur votre sujet, de la famille, sans connaître la technique juridique? Est-ce qu'on peut être un bon technicien et avoir une vision théorique de la famille? J'ai une image assez intéressante à vous soumettre. J'ai travaillé, pour aller dans votre sens, avec une sociologue de la famille connue qui s'appelle Irène Théry, et elle avait cette image qui, je trouve, est assez intéressante pour comprendre. Elle disait, mais aujourd'hui, les familles sont plurielles. Et quand on passe dans la rue, il faut imaginer la façade d'un immeuble qui disparaîtrait. On se sent un peu intrusif comme ça, et de regarder qu'au premier étage, eh bien, vit une famille hétérosexuelle avec 5 enfants, au deuxième étage, un couple de lesbiennes, au troisième, une mère célibataire, au quatrième, un couple gay qui a conçu un enfant par GPA, et elle voulait, par cette image de l'immeuble, finalement, habité par des familles différentes, montrer la diversité de réalité, en tant que sociologue, de réalité de la vie des familles. Mais quand on fait ça, on ne parle pas du droit. C'est-à-dire qu'on montre la pluralité de vie, et finalement cette pluralité de vie est complètement indépendante de la règle de droit. Question qui vient, c'est la question du dialogue entre juristes et on va dire non-juristes, ce qui est un peu, ce qui englobe économistes, philosophes, sociologues, etc. C'est vrai qu'on peut ressentir, on va pas dire un mépris, mais une certaine distance, en sens que quand un juriste fait de la sociologie, le sociologue considère que c'est pas un vrai sociologue. Quand un sociologue s'intéresse au droit, le juriste voit toujours une erreur dans son propos. Est-ce que le dialogue est facile entre vous, juristes, et tous les non-juristes avec qui vous avez travaillé? Je dirais que j'ai eu la chance d'avoir un dialogue facile parce que j'ai rencontré encore une fois les bonnes personnes qui m'ont permis de dialoguer, que ce soit en philosophie avec Gabriel Radica ou en sociologie, notamment avec Irène Théry. Mais le dialogue est une question de connaissance. Donc en fait, il faut aussi aller vers la connaissance d'une discipline qui n'est pas la nôtre. Et c'est là que le reproche nous est fait, c'est-à-dire que quand on va braconner sur des terrains qui sont pas les nôtres, voilà, il y a une certaine condescendance à être venu chercher un peu de ce qui ne nous appartient pas et de visiter ces terres en parfait naïf. Donc évidemment que le reproche peut être fait, et il est bienvenu. On ne peut pas être spécialiste de toutes les matières. Alors justement, quand on parcourt votre ouvrage, on a quand même l'impression que le regard des sciences humaines, que ce soit la sociologie, l'économie, la démographie, nous dégrise, nous juristes, sur notre vision commune de la famille, où on retient qu'une histoire familiale, c'est d'abord une histoire d'amour, conjugale, filiale, qui réussit ou qui ne réussit pas. Mais c'est cette vision un peu simple, naïve que nous avons, et j'ai l'impression que les sciences humaines ont un regard tout à fait différent, et j'ai l'impression qu'il n'y a plus beaucoup de place pour les sentiments. C'est l'impression que j'ai eue en vous lisant. Cette question-là, en fait, elle est assez indifférente au droit. C'est plutôt dans ce sens-là que je verrais les choses. On ne s'interroge pas, par exemple, sur le point de savoir si pour se marier ou vivre en couple, il faut s'aimer. Oui. On ne s'intéresse pas au point de savoir si les parents doivent aimer les enfants. C'est-à-dire que la famille des sentiments n'est pas tellement une famille qui est prise en compte par le droit. En revanche, d'une certaine manière, enfin en tout cas pas le sentiment amoureux. En revanche, le sentiment de haine, de violence,
en réalité, qui traduit une forme de violence, là, il est saisi par le droit. Ce que je veux dire, c'est que le droit s'intéresse aux sentiments lorsqu'ils traduisent une forme de violence. Et le droit ne s'intéresse pas aux sentiments lorsque ce sont des sentiments amoureux. Voilà. Et donc, c'est pas l'objet du droit que de chercher à savoir si les gens s'aiment ou s'ils s'aiment pas. Jusqu'à une certaine limite, qui est la question des violences, où là, l'État va réintervenir dans la sphère familiale pour dire « vous ne pouvez pas faire tout ce que vous voulez ». Je sens qu'il y a un petit changement entre ce que on dit en 1804, la famille, la petite patrie, hein, et le bon ordre de cette petite patrie commande le bon ordre de la grande, qui est une vision assez police, je dirais, de la famille, et ce que vous nous dites aujourd'hui de la famille comme entité qui intéresse le politique, mais de manière différente. Oui, vous avez tout à fait raison. Je mettrai ça sur une évolution des relations de la famille et de l'État. Alors d'autres l'ont beaucoup mieux expliqué et démontré que moi, mais aussi bien, dans ce que vous décrivez, à l'origine, vous parlez de 1804, mais le phénomène est bien antérieur, on a une relation entre l'État et la famille qui est un peu une relation de mimétisme anthropomorphique. C'est-à-dire que l'État se construit à l'image de la famille et il est très important. En réalité, vous avez parlé du père de famille qui est à la tête de la famille, il fait régner l'ordre de sa famille, un peu comme le chef de l'État fait régner l'ordre dans l'État. Et on a ce mimétisme de construction fait que, eh bien, il faut, pour être bon citoyen, être bon père de famille. Et donc, on a des points, finalement, en miroir, je dirais, qui se construisent en miroir, parce que la direction de la famille, finalement, est importante pour l'unité de l'État et la direction de l'État. C'est pas seulement un relais, c'est surtout un miroir. Alors qu'aujourd'hui, finalement, on n'a pas le même besoin, c'est-à-dire que cette conception un peu en miroir anthropomorphique de l'État par rapport à la famille, c'est pas la même chose. Ce que fait l'État, c'est qu'il se sert de la famille à des fins de politique juridique. C'est-à-dire qu'on va avoir une instrumentalisation d'un certain nombre de règles pour arriver... Donc, exemple. La question, par exemple, de l'égalité des couples. Oui. La question de l'égalité de tous les couples, que ce soit des couples hétérosexuels, des couples homosexuels. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que cette évolution vers l'égalité n'est que le reflet, finalement, d'une belle idée idéologique qui serait... on va vers l'égalité parce qu'on constate qu'il est nécessaire d'aller vers l'égalité et de consacrer l'égalité, et aussi que c'est le reflet d'une évolution des mœurs, d'une évolution sociologique. Donc le droit, finalement, aurait à la fois cette vertu dogmatique de consacrer l'égalité et cette vertu pragmatique d'être en accord avec l'évolution des mœurs. Est-ce qu'on peut s'en tenir là? Ou est-ce qu'on peut se dire que finalement la position de l'État ici est un peu plus utilitariste? Oui. Alors. Elle est un peu plus utilitariste parce que finalement, il est peut-être de l'intérêt de l'État que ces couples soient dans le droit plutôt qu'en dehors du droit pour pouvoir finalement être soumis aux règles de droit et donc rentrer dans un cadre qui permette de servir un certain nombre de finalités. Et ces finalités différentes sont quand même la construction d'une famille contrôlée par l'État. Et la construction d'une famille contrôlée par l'État, ça peut servir un certain nombre de fins politiques. Et est-ce qu'il n'y a pas une autre idée qui est ce qu'on appelle la fonction anthropologique du droit, qui est que, en reconnaissant les familles homoparentales, eh bien, on donne une reconnaissance qui permet aux individus de se reconnaître comme tels et légitimes comme tels à l'égard de l'ensemble du corps social. Non, je suis à côté de la plaque. Est-ce que c'est que du contrôle? Est-ce qu'il n'y a pas avant autre chose qui est de la reconnaissance? La reconnaissance, à mon avis, elle est dans le sens de la consécration de l'égalité. La reconnaissance, elle est là. On reconnaît comme égaux des situations qui étaient jugées autrefois différentes ou non dignes d'être reconnues, en discriminant. Je ne lirai pas complètement la question de la reconnaissance par le droit d'une situation et la fonction anthropologique. À mon avis, c'est deux manières d'explorer une question qui sont sur des niveaux un peu différents. Quel est l'intérêt que vous avez trouvé
à ces études sur le genre, bien, simplement. L'intérêt, c'est de faire un pas de côté. Parce que quand on regarde toute l'évolution du droit de la famille, on a le sentiment que nous sommes arrivés, avec toute l'évolution des lois au cours du XXe siècle et du XXIe siècle, à une égalité parfaite. L'intérêt des études sur le genre, c'est de faire ce pas de côté, de regarder non pas comment la règle est construite, mais comment la règle est appliquée et à qui elle s'applique. C'est-à-dire de prendre le manteau du sociologue, en l'occurrence du sociologue du droit, et de regarder, mais alors, cette égalité, comment elle est vécue? Est-ce qu'elle est vraiment vécue? À qui s'applique cette règle? Voilà. Et alors, on va comprendre les choses d'une manière un peu différente. Vous parliez tout à l'heure d'égalité entre les familles hétérosexuelles, familles homosexuelles, possibilité pour les couples lesbiens d'adopter des enfants. Et évidemment, la question se pose également pour les couples homo-masculins. Évidemment, vous voyez où je veux en venir. Qu'est-ce que vous pensez, vous, en juriste, de la GPA au sein d'un couple homosexuel homme? Je pense qu'il ne faut pas limiter la question de la GPA au sein d'un couple homosexuel homme. En fait, la question de la GPA, elle s'applique à tous les couples quand il y a une question de stérilité, que ce soit une stérilité d'ordre biologique ou ce qu'on appelle une stérilité sociale. Donc effectivement, vous dites à juste titre les hommes, parce qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'on a des moyens d'aider les autres familles à avoir des enfants, et qui resterait en fait la question des couples homosexuels resterait un peu de côté. Alors, si l'on prend cette question sur la gestation pour autrui, c'est une question qui est extrêmement débattue par les juristes, et à raison, parce qu'on est un peu pris en étau entre, non pas la satisfaction du désir d'enfant, mais la question qui me paraît légitime d'un remède à la stérilité, quelle qu'elle soit, en fait. Et on aide. Alors, peut-être qu'avec pour les femmes qui n'ont pas d'utérus ou qui ont cette difficulté à porter des enfants, on voit progresser la greffe d'utérus, donc peut-être que l'on viendra à une autre solution pour les femmes qui sont dans cette situation, ce qui ne résoudra pas votre question. Non, parce qu'on n'a pas encore réussi à greffer. Non, mais ça on le sait. Mais ce que je comprends, la question est importante parce qu'en fait, on a autant d'arguments pour que d'arguments contre sur cette question. C'est-à-dire que je ne fais pas partie des juristes résolument opposés à la gestation pour autrui, pour des tas de motifs qui sont légitimes, mais je ne fais pas partie non plus des juristes qui soient favorables à la gestation pour autrui. Et loin de là. Et donc, en fait, ce qui me paraît complexe dans cette procédure, c'est que malgré tout, la question de l'exploitation de la femme qui porte l'enfant est une question réelle et non résolue. À cet égard, donc je termine parce que c'est important sur ce point, à cet égard, je ne pense pas qu'on puisse dire par principe que la femme qui porte un enfant pour autrui ne puisse pas librement consentir à ça. C'est-à-dire que le fait de dire que c'est contraire à la dignité de la personne, c'est un moyen, un procédé qu'ont trouvé les juristes pour exclure un certain nombre de procédés qu'on trouve effectivement inhumains et dégradants. Ce que j'entends aussi, c'est que finalement, c'est pas forcément au juriste de prendre parti, son rôle est plutôt d'éclairer le débat public. Non, je pense qu'il faut exclure personne du débat. Les juristes peuvent parfaitement prendre parti et dire qu'ils sont opposés. D'ailleurs, ils sont pris. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que ce que je comprends, c'est que vous dites on est quand même là pour mettre en place les éléments du débat et pas forcément pour avoir une position engagée. Ce que je veux dire, c'est que la posture de juriste donne une légitimité pour éclairer le débat, mais elle n'en donne pas plus qu'une autre discipline pour prendre parti. Et qu'au fond, il faut aussi laisser les citoyens décider. Non? Je dis n'importe quoi? Non, je dirais pas ça, parce que si on laisse les citoyens décider, on rentre dans une autre forme de démocratie. En fait, là, si on bascule la question, parce que le droit aujourd'hui, en France en tout cas, il y a d'autres formes de démocratie qui arrivent, mais on est encore dans l'idée que c'est la loi. Oui. Et la loi, c'est l'acte du Parlement. Donc si vous dites on laisse les citoyens décider, comment est-ce qu'on va laisser les citoyens décider? Oui, mais c'est intéressant ce que vous dites, parce que en fait, on voit arriver
une certaine crise de la légitimité démocratique telle qu'elle est construite aujourd'hui, avec d'autres systèmes, en fait, d'engagement dans la société et de participation à la vie publique. Et quand vous dites on laisse le citoyen décider, eh bien, il y a un certain nombre de personnes, par exemple, qui disent « Ah ben c'est une question controversée, on va lancer un référendum ». Bon, pas. Et l'autre démarche, c'est ce qu'on appelle la démocratie participative, avec eh bien cet élan aujourd'hui pour les conventions citoyennes. Alors on a eu la convention citoyenne sur le climat, là on a la convention citoyenne qui peut nous intéresser pour notre débat sur la fin de vie. Oui, mais du coup, je voulais terminer, enfin en vous parlant du rôle du juriste, je voulais terminer en fait sur ma dernière question qui est est-ce que les juristes, est-ce que la recherche juridique a une place significative ? Est-ce qu'elle doit en avoir une sur toutes ces questions de famille, de personnes, d'éthique, fin de vie, je vais pas vous répondre le contraire. Bon. Puisque précisément, je travaille dessus et j'essaye de faire en sorte que les juristes aient une place significative. Il n'est pas... Eh bien justement, ça n'est pas évident, parce que vous avez posé la question du politique, oui. Et les juristes sont, je dirais, assez souvent quand même sollicités par le politique, que ce soit au niveau du gouvernement, au niveau du Parlement, pour répondre à un certain nombre de questions. Je ne pense pas qu'ils soient très écoutés. Bon, en tout cas, moi je sais qu'on vous écoute, qu'on devrait plus vous écouter si on ne vous écoute pas assez. Et en tout cas, c'était un plaisir de discuter avec vous aujourd'hui de tous ces sujets. Un plaisir partagé. Super. Anne-Marie Leroyer, merci. Eh bien, cette émission s'achève et nous poursuivrons la semaine prochaine avec 3 petits points parce que je ne sais pas encore qui est mon invité. À très bientôt. Au revoir.